Bienvenue sur Café Hebdo, la chaîne YouTube qui vous fait prendre votre café bouillant sur l'actu. En France, le mythe de la corruption des hautes sphères de l'État est très présent, poussé par des théories complotistes ou encore par une perte de confiance globale de la population envers les politiques. Cependant, quand bien même cette corruption existerait vraiment, elle n'a que peu de répercussions perceptibles sur notre vie, au contraire de certains pays d'Amérique du Sud. Et justement, aujourd'hui je vous emmène au Pérou, un pays fortement affecté par ce phénomène qui a encore bouleversé l'État en novembre pour tenter de comprendre comment se répercute cette corruption sur la vie des Péruviens. Pour ce faire, j'ai interviewé André, 25 ans, jeune professeur d'anglais et d'espagnol, et Naira, étudiante de 18 ans en sciences politiques, tous deux résidant à Lima. Avant toute chose, petite remise en contexte. Repartons en 1985, élection d'Alberto Fujimori. À ce moment-là, la situation économique du Pérou est catastrophique. L'inflation crève le plafond, plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté, bref, un bon bazar. L'arrivée de Fujimori permet de remettre un peu d'ordre là-dedans tout en luttant contre le terrorisme croissant et au prix d'une quasi-dictature. Selon Naira, aujourd'hui encore, beaucoup de gens le défendent parce qu'ils pensent qu'il a mis fin au terrorisme, alors qu'il a fait tellement de mauvaises choses. En effet, aujourd'hui en prison, son cas divise particulièrement le Pérou, certains retenant l'homme qui a mis fin au terrorisme, d'autres ne pouvant pas pardonner les tortures, les meurtres d'innocents et les autres crimes qu'il a commis. Mais en 2000, il se retrouve embourbé dans des affaires de corruption de députés d'opposition et est contraint de renoncer à son poste. S'ensuit toute une période de relative stabilité politique, pendant laquelle chaque président peut effectuer un mandat complet sans avoir trop de problèmes particuliers pour garder son poste. Au niveau de l'économie, si les chiffres semblent bons aux premiers abords, ils cachent en réalité un souci de taille. Les inégalités sont toujours là, moins évidentes qu'à l'époque de Fujimori certes, mais toujours là. Et c'est là que les scandales de corruption vont vraiment commencer à se voir, en tout cas chez nous. En 2014, l'affaire Odebrecht éclate au grand jour, un gigantesque scandale de corruption concernant le PDG de l'entreprise du même nom. En effet, celui-ci avait mis en place depuis 2008 un gigantesque réseau de pots de vin s'étendant sur toute l'Amérique du Sud et donc sur le Pérou. Tout d'abord, les 3 présidents précédents sont accusés d'avoir reçu des pots de vin de la part de l'entreprise de BTP et sont tous les 3 arrêtés. Il faut comprendre qu'on ne parle pas ici de petites sommes discrètes, on parle de campagnes présidentielles financées en partie par ces transactions, des sommes supérieures à plusieurs millions pour la plupart. L'ex-président Garcia se suicide même en 2019 pour échapper au mandat d'arrêt à son encontre. Pour couronner le tout, en 2018, le président en poste Pedro Pablo Kuczynski est lié à l'affaire et se retrouve contraint à la démission. Cependant, il est important de comprendre que cette affaire au Pérou n'a pas vraiment créé de choc, ou plutôt pas autant qu'elle aurait pu. C'est du moins le ressenti de André. C'était juste la confirmation de choses que l'on savait déjà. Ça n'a pas changé tant de choses. On parle ici d'une nation entière presque blasée par cette accumulation de faits de corruption, et je vous parle des grands événements médiatisés, mais rendez-vous compte que cette corruption affecte également à plus petite échelle la police, les militaires ou même des personnes normales qui sont vos proches et peuvent se retrouver liées à des histoires pas nettes. On assiste alors à l'individualisation d'une société. La situation est dure, chacun veut s'en sortir, quitte à indirectement faire du mal à d'autres personnes. Après tout, ils auraient sûrement fait pareil. Et un événement finit par être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'éviction de Martín Vizcarra, président depuis 2018. Encore une fois, petite remise en contexte. En 2018, le président Pedro Pablo Kuczynski, surnommé PPK, est contraint de quitter son poste de président après avoir été touché par le scandale Odebrecht et 2-3 autres trucs pas nets, comme la libération de Fujimori en prison depuis 2007. Bref, son poste étant laissé vacant, c'est son vice-président, Martín Vizcarra, qui reprend son poste. À sa nomination, il se décrit très vite comme un président prêt à lutter contre la corruption dans son pays, sans pour autant être vu comme celui qui pourrait mettre fin à ce problème par le peuple. Une fin de mandat calme et sans bavure serait déjà pas mal, se dit-on au Pérou. Cependant, tout se gâte en fin novembre 2020, alors que suite à des accusations de corruption, ça ne s'invente pas, le président Vizcarra est destitué par le Congrès, mené par Manuel Merino. Encore un, me direz-vous ? Eh bien, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque contrairement au précédent président, aucune enquête n'avait cherché à prouver la culpabilité du président. Par conséquent, la plupart des Péruviens prennent cela comme un coup de poignard dans le dos par le Congrès. Encore une fois, même si Vizcarra n'était pas vu comme un sauveur ou un héros, même s'il avait 57% d'opinion favorable au moment de sa destitution selon Le Monde, ce qui en fait un président très populaire,
On est face à une nation affectée jusque dans ses racines par la corruption, fatiguée depuis des années par ces scandales en tout genre, et même par le Covid qui, mine de rien, touche aussi le pays. Cet événement a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et il n'en fallut pas plus pour que la population se retrouve dans la rue à manifester. André déclare même que tout espoir de voir ce pays grandir et se développer s'est envolé ce soir-là. Les manifestations, pourtant pacifiques, sont réprimées avec violence par la police, si bien que 2 manifestants meurent dans les rues de Lima. Ils n'avaient même pas 30 ans. Tout cela n'aura cependant pas été vain, puisqu'après une semaine de protestation, Merino cède sa place à Francisco Sagasti, un député centriste a priori détaché de toutes ces histoires de corruption. Comme Vizcarra, il n'est pas vu comme un héros, pas un homme qui pourra mettre fin à ce cauchemar quotidien de corruption que vivent les Péruviens, mais au moins il semble pouvoir assurer un semblant de stabilité, pour un temps tout du moins. Mais encore une fois, plusieurs affaires sont venues gâcher ces quelques espoirs. En effet, l'information comme quoi Vizcarra et certains de ses proches ont pu discrètement se faire vacciner avant le reste de la population finit par fuiter. Dans un pays aussi ravagé que le Pérou par la pandémie, c'est compliqué à défendre. D'autant que Sagasti, actuel président donc, a également été vacciné avant la population. Pour Nayara, les élections qui se déroulent dans quelques mois représentent une chance de faire le bon choix, après un mandat ayant vu se succéder 4 présidents dont 3 en une semaine. Les jeunes représentent alors plus que jamais le futur de la nation péruvienne. Pour beaucoup, les prochaines élections seront les premières d'une génération de plus en plus politisée, comme en témoignent des associations comme GirlGov Pérou, dont fait partie Nayara, ou ManTalk, dirigées par des jeunes et s'adressant à ces derniers. Pour conclure, j'aimerais donner la parole à ceux qui connaissent mieux ce sujet que moi, et qui y vivent tous les jours et qui m'ont aidé à réaliser ce podcast. Parce que si pendant ces quelques minutes, je vous ai décrit une situation difficile, assis sur ma chaise en plein Toulouse, je pense qu'il est important que ce soit aussi ceux qui la vivent qui vous parlent. Je leur ai donc demandé s'il y avait quelque chose qu'ils voulaient que ceux qui écouteront ce podcast entendent. Voici leur réponse. Il faut comprendre que le Pérou est un pays qui a toujours été impliqué dans des situations de crise, et c'est très important de savoir que la communauté internationale impacte son développement. Ce sont les jeunes qui mènent au changement et je suis fier de comment nous faisons entendre nos voix pour représenter ce changement. Malgré nos problèmes, on essaie vraiment de faire en sorte que la prochaine génération aille mieux que la nôtre. Si jamais vous devez visiter notre pays, soutenez les commerces locaux et allez voir le plus d'endroits possible, parce que malgré son infortune, ça reste un très beau pays.